Salut à tous. Je me rends aujourd'hui dans les locaux du groupe Sopress pour rencontrer son fondateur Franck Hanez. Ce nom ne vous dit rien. Pensez aux magazines Society, SoFoot, Doolittle, des titres qui sont apparus au fil des années dans vos kiosques à journaux. À l'heure où la presse papier est en déclin, comment créer un média libre et indépendant? Comment fonctionne cette petite épicerie comme il l'appelle? En tant que patron de presse, que pense-t-il du paysage médiatique français? Rencontre avec Franck Hanez. Donc bonjour Franck. Bonjour. Alors, pour commencer, comment ça se passe de monter un média libre et indépendant, disponible en format papier, à l'heure où la presse écrite attend à se casser un peu la gueule? Eh ben écoute, monter un média libre et indépendant, c'est pas si compliqué que ça, parce que au moins tu mets peu d'argent au départ parce que t'en as peu, donc t'es très vite libre et indépendant, et comme t'as peu d'argent, t'as peu de pression économique, donc c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est comme t'as peu d'argent, mais il y a plein de choses que tu peux pas faire, comme embaucher plein de gens. Nous, on a un fonctionnement qui est très bon sens terrien, on va dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu rentres en stage, tu continues un peu en pige, tu deviens un pigiste permanent, tu prends un CDI, et puis après tu deviens rédactrice ou rédacteur en chef, quoi. En gros, c'est un peu toujours comme ça que se fait le chemin. Donc on n'embauche jamais par le haut. De la contrainte qui est, je peux pas embaucher des gens à 5000 balles comme ça à tour de bras, naît un état d'esprit qui est plutôt finalement, je trouve, bien, qui fait qu'en tout cas tu as du ton, de l'esprit, et que t'as pas besoin de ressources humaines ici, et que ça se passe assez facilement et de manière assez saine. En fait, tout le monde connaît le salaire de tout le monde, etc. Donc c'est assez simple, en fait, dans l'esprit. Okay, ouais. C'est dit comme ça a l'air d'être un peu une colonie de vacances. Ouais, c'est une colonie de vacances de gens qui travaillent beaucoup. Ah oui. En fait, la contrepartie, c'est quand même qu'il faut bosser. Et donc après, on fait quelque chose qu'on aime bien, mais on bosse énormément, en fait. On compense beaucoup les choses qui pourraient nous manquer par le travail. Donc on travaille beaucoup. Mais les gens se reconnaissent aussi beaucoup par le travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui glande trop, ici, ce serait compliqué, je pense, parce que les autres lui feraient comprendre que, comme toute aventure collective, si tu bosses, s'il y en a un qui bosse moins, c'est le voisin qui bosse plus. Si tu veux que ça se passe bien pour tout le monde, bah tu fais un peu l'effort pour le copain aussi ou la copine pour éviter que ce soit lui ou elle qui trime à chaque fois à ta place, quoi. C'est une espèce d'autorégulation qui est pas mal. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes des fois et qu'il n'y a pas des trous dans la raquette. Alors comment est-ce que tu as sorti ton premier titre? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors ça s'appelait Sofa. À l'époque, j'étais étudiant avec des copains. On avait monté un magazine de culture qui parlait de cinéma, d'art contemporain, de littérature, de musique, qui s'appelait Sofa et qui sortait tous les 2 mois. On a commencé par un petit fanzine qui était que musique et conneries, on va dire. Et puis peu à peu, c'est devenu un magazine. Bon, c'était facile à sortir parce qu'on se payait pas, on était tous étudiants. Donc on faisait ça comme t'en as d'autres qui font des loisirs, quoi. C'est-à-dire que plutôt que d'aller, je sais pas, au salon chicha le soir, bah nous on écrivait nos articles. Donc c'était du pur loisir, quoi. Je pense que jamais, ni les uns ni les autres, on espérait pouvoir en vivre un jour, quoi. Et on a fait ça pendant 7 ans. Et entre-temps, on a lancé SoFoot. Sofa, ça s'est fait de manière assez... On n'avait pas de thunes, on arrivait à vendre un peu de pub, on arrivait à vendre un peu les magazines, ça suffisait à payer l'impression, et on avait que l'impression à payer, grosso modo. C'était un magazine de culture, donc en fait, les magazines de culture, tu payes. À l'époque, les seuls frais que tu pouvais avoir, c'était des frais de payer les gens, mais comme nous, on se payait pas, ça allait. Le reste, les voyages, etc., pour les reportages, c'était souvent payé par les maisons de disques et compagnie, tu vois, les mecs qui te payaient les trucs. Et à l'époque, nous, on était bien contents que ce soit les autres qui payent. On voyait pas le problème déontologique. On s'en foutait, tu vois. Après, avec SoFoot et avec les autres magazines, on a refusé les voyages de presse. Bon. Au niveau du sponsoring, tu veux dire le fait par exemple d'aller promouvoir un artiste qui est sponsorisé, ce genre de choses? Quand on faisait Sofa, il nous disait, bah tiens, ça vous dit de faire un article sur... c'était plutôt nous qui demandions d'ailleurs, on disait, tiens, on aimerait bien faire un article sur Gonzalez. Ah ouais, ok, d'accord, il habite à Berlin, on pourrait aller le voir à Berlin. Ouais, ok, d'accord, et si la maison de 10 se disait, putain, c'est bien que Sofa il fasse un gros papier sur Gonzalez, bah il nous payait le voyage à Berlin, quoi. C'était un canard de critique culturelle, beaucoup, donc c'est quand même beaucoup... c'est pour ça que ça s'appelait Sofa d'ailleurs, c'était beaucoup de la culture consommée depuis un canapé. Hein. On écoutait la musique dans notre salon, on regardait des DVD, parce qu'à l'époque il y avait encore des DVD. Même le cinéma se consommait beaucoup dans le salon, quoi. Et beaucoup de jeux vidéo aussi. Donc voilà, ça s'appelait Sofa parce que c'était une culture canapé, quoi. En 99, nous, Netflix n'existait pas, etc., et pourtant, on avait déjà compris que la culture se passerait beaucoup dans un canapé. Enfin, on a lancé SoFoot après en parallèle, on a continué Sofa, puis au bout d'un moment, Sofa perdait de l'argent, donc ça devenait un peu ridicule de perdre de l'argent pour un truc qui, en plus, ne payait pas les gens. Ça servait à rien de le maintenir. On a quand même toujours cette tradition ici, c'est que si quelque chose ne marche pas, on l'arrête, quoi. Vous forcez pas, vous essayez pas de faire des levées de fonds, ce genre de choses? Non, parce qu'on aime bien faire les choses comme nous, on les fait, et que le problème, on va dire,
Les investisseurs extérieurs, et ce que je comprends d'ailleurs, c'est une logique, c'est qu'ils veulent une rentabilité. Nous, on est moins sur la rentabilité. Il n'y a pas de dividende dans cette boîte. La rentabilité n'est pas le nerf principal de la guerre. Il faut qu'on arrive à rentrer à peu près dans nos frais à un moment donné. Si on perd de l'argent tous les ans, on va arrêter parce qu'on n'aura pas d'argent à remettre. Mais en tout cas, on se met pas la pression de gagner de l'argent ou de gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est souvent ça quand on dit à la rentabilité, c'est pas d'arriver à zéro en fait, hein, c'est d'arriver à plus X pour que les actionnaires se répartissent l'argent. Nous, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif premier. Et ça nous permet de faire des choses des fois comme on a envie de les faire, avec des fois parfois plus de gens pour les faire ou plus de frais en voyage, en ceci, en cela. Ouais. Mais du coup, on a l'impression de faire du travail de meilleure qualité quand on travaille comme ça. Okay. Et puis de faire ce qu'on veut, quoi. Comment ils sont venus les autres titres? Parce que là, on a parlé de SoFoot, de Sofa, et après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de titres qui sortent presque chaque année, en fait? Ça se fait un peu par hasard. Sauf Society qui était un peu pensé, mais le reste, ça a été toujours soit des rencontres avec des gens extérieurs, donc Doolittle, SoFilm, c'est des rencontres avec des gens extérieurs, Running Heroes, soit des gens à l'intérieur de la boîte qui ont envie, parce qu'ils ont une passion personnelle, de développer un titre. C'est le cas pour Pédale, pour Tampon, pour Caranta, pour l'étiquette. C'est des titres, à chaque fois, c'est quelqu'un de la rédaction qui dit « Ah, moi je suis fan de vélo, est-ce qu'on lancerait un magazine sur le vélo ?» Et puis l'idée fait son chemin, et 3 mois après, on a lancé un magazine sur le vélo, quoi. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on a l'impression d'avoir quelque chose à dire ou à raconter. Et donc, on te l'a beaucoup demandé, beaucoup. Mais c'est quoi la recette pour sortir un canard qui soit qualitatif? À part la passion. Bon, il n'y a pas vraiment de recette, hein, il y a le travail. Hein. C'est une recette que tout le monde connaît. Hein. Oui, il faut avoir l'envie. Si tu n'as pas l'envie, de toute façon, tu restes couché toute la journée. Et on a rarement l'envie de rester couché toute la journée, enfin en tout cas pas nous. Après, il y a sans doute un peu de talent, mais je pense pas qu'on soit des gens forcément très talentueux. Un truc très équilibré ici, c'est qu'on a un peu des goûts dans la matière qui est le récit, qui sont assez proches entre nous. On se dispute pas sur la façon dont on doit raconter une histoire. Et ça crée jamais de polémique, de heurts, d'embrouille ici ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si je repasse sur un article, quand je reçois l'article, j'estime que l'histoire pourrait être mieux racontée. Quand je le fais, ça arrive jamais que le journaliste me dise « Ouais, je ne voulais pas du tout la raconter comme tu viens de le faire, ça me va pas du tout. » Tu vois, généralement, ils disent « Ouais, ok, banco, super. » Et puis, il y a une hiérarchie qui est très flat. T'as pas 10 000 chefs de rubrique, t'as pas d'adjoints, c'est pas pyramidal, c'est très plat. Donc, moi, je peux me retrouver à écrire pour un canard et que ce soit Stéphane qui relise mes papiers. C'est un système assez simple, assez évident. Et puis, il n'y a pas de combat pour arriver en réunion, dire ouais, moi je suis la rubrique internationale, je devrais avoir 4 pages, pourquoi j'en ai que 3? Ah, parce que la rubrique culture elle prend 4 pages, mais pourquoi la rubrique culture elle aurait plus de pages que la rubrique internationale? Parce qu'en vrai nous on a un sujet plus important. Ouais, mais en culture il y a Juliette Armanet qui sort un disque, tu te rends pas compte? Oui, mais j'en ai rien à foutre de Juliette Armanet. Tu vois, oh là là. Mais vous avez pas les débats d'éthique entre journalistes Oh, compliqué. Okay. Et je vois une différence entre l'orgueil et l'ego. De toute façon, à partir du moment où tu fais un magazine, tu lèves le doigt et tu dis écoutez, regardez ce que lisez, j'ai quelque chose à vous raconter. T'as une part d'orgueil, forcément. On est orgueilleux, mais c'est pas mal placé, en tout cas pour les relations entre nous. Ça, c'est assez sain. Ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été charté, ça n'a pas été réfléchi. C'est venu naturellement, en fait. Et c'est une évidence. Et ouais, il y a un principe d'évidence. Donc, financièrement, est-ce que tu peux nous faire un petit tableau de qui possède quoi chez Sopress et qui sont les actionnaires sur les choses? Il y a une maison mère qui est donc Sopress, qui est possédée donc à 30 et quelques %, je sais plus exactement, par mois. J'ai 2 camarades qui doivent avoir 23% chacun, qui sont les 2 qui ont mis 150 € au début de l'aventure avec moi et qui ont collaboré au début et qui sont assez vite partis vers leurs propres aventures personnelles, parce qu'au début on se payait pas, donc tu pouvais décider de continuer ou tu pouvais décider d'avoir un vrai métier. Et après tu as Stéphane Régis, qui est le directeur de la rédaction de Society, qui doit avoir 4%, je pense, un truc dans le genre. Et après, tu as un pool de plein d'actionnaires qui ont entre 1 et 2%, parmi lesquels tu as donc pas beaucoup, que des amis de la maison, on va dire. Donc des gens qui ont mis de l'argent après avoir reçu un SMS en 2015, puisque l'augmentation de capital s'est faite en 2015, qui leur disait en gros, est-ce que tu veux mettre 100 000 balles dans Sopress et tu les reverras jamais, c'est le plus mauvais investissement de ta vie? Et qu'on dit oui. Ça existe. Je sais pas, ils ont jamais touché l'argent depuis, hein, donc je sais pas s'ils le regrettent ou pas, mais non, a priori. Non, je crois qu'ils sont contents de participer à l'aventure et nous on est contents qu'ils soient avec nous et c'est cool et j'espère d'ailleurs qu'un jour ils en retireront les subsides et ils le mériteraient parce qu'ils ont mis de l'argent et sans eux on serait pas là. Et du coup que des petites mains, quoi. Ouais, et après, plein de petits actionnaires. Plein de petits actionnaires, ouais. Et ok, donc c'est assez éparse quand même, il n'y a pas un gros actionnaire à la Bolloré, quoi.
Non, on n'a pas un... Non, non. Pas encore. Et puis surtout, on veut pas. Non, ben non, sinon on fait autre chose. Enfin, si ça devait arriver, si quelqu'un devait racheter cette boîte, je crois qu'on préfère tous démissionner et faire nos aventures à nous, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dividende d'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est que l'argent qui est généré par cette boîte est redistribué et permet d'embaucher des nouvelles personnes, permet de créer des nouveaux projets, permet de lancer des magazines ou d'autres choses, ou de monter un label de musique, ou de produire des films. C'est ça qui fait qu'on continue à pédaler, c'est parce qu'on réinvestit l'argent qu'on gagne en fait. Moi je pourrais partir aux Bahamas tous les ans, me verser des dividendes et puis fuck off quoi. C'est pas l'esprit de la boîte. Puisque l'esprit n'est pas celui-là, ça peut pas être le cas avec un actionnaire important, un actionnaire qui aurait, je sais pas combien, 30-40% du capital ici. Ouais. C'est impossible en fait. Okay. Parce que lui, il va demander des dividendes. Tu peux pas investir, Bolloré, pas Bolloré, peu importe en vrai. Oui. C'est juste à partir du moment où tu prends beaucoup de parts d'une boîte et que tu mets beaucoup d'argent, parce que forcément ça coûte cher, bah tu veux un retour, c'est normal. Tu vois, je me mets à la place du mec, le mec qui lâche 4 millions ou 5 millions, bah il veut retrouver son argent. Quand tu lâches 100 000 euros et que c'est dans tes cordes, c'est déjà beaucoup d'argent, 100 000 euros. Et ceux qui l'ont fait, je leur suis éternellement reconnaissant, mais ça les a pas empêchés de vivre. Ils ont fait un investissement de cœur, on va dire. Et donc cet investissement de cœur, c'est bien si on peut leur rendre, et plus évidemment que ce qu'ils ont mis un jour, et on le fera, mais ils n'ont pas risqué un truc, et donc du coup c'est pour ça qu'ils me demandent jamais de dividendes ou quoi que ce soit, et que j'ai pas de pression de leur part. Pas du tout. On m'a dit ça il y a 15 ans. Maintenant, Franck, faut que ça crache, quoi. Ouais. Jamais personne ne m'a dit ça, en fait. Ouais. Et encore heureux, enfin, parce qu'on le fait pas comme ça, et c'est pas le but, et que j'ai été très clair dès le début, en fait. J'aurais pas vendu un truc, j'aurais pas dit, mets 100 000 balles, tu vas voir. Tu vas retrouver, l'année prochaine, t'auras 150, et dans 2 ans, t'auras 200, Non. On travaille déjà pour nous, c'est déjà bien. On n'a pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre, quoi. On s'en fout, quoi. Alors, comment est-ce que vous gagnez de l'argent, que ce soit les abonnements, la pub, tu vas me dire un peu. Et si je dois utiliser des termes plus commerciaux, c'est quoi votre modèle économique ? Bon, c'est un modèle assez simple, hein. Tu sais, c'est la petite épicerie, hein. Tu vends des magazines et il y a des gens qui payent pour le magazine, ça te fait des recettes. Tu vends des abonnements, ça te fait des recettes, et tu vends un peu de publicité à l'intérieur du magazine, ça fait des recettes, quoi. Toi, tu viens de la publicité, tu as l'air de t'en servir et de la mettre à profit, justement. Moi, j'ai pas de problème avec la publicité. Ouais. Bah, j'ai travaillé avec Culture Pub, ce serait bizarre de dire que j'ai un problème avec la publicité, j'en produis et tout, donc non, moi ça me fait marrer, j'ai pas de soucis. C'est partie du monde dans lequel on vit, donc si je voulais pas de publicité, j'irais bien en Corée du Nord, quoi. Non, mais c'est vrai, tu veux pas de publicité, refusons le système. Mais du coup, refusons vraiment le système, en fait. Tu vois, soyons vraiment jusqu'au boutiste, quoi. À partir du moment où il y a un système capitaliste qui est mis en place, qui est ce qu'il est, avec ses défauts, ses qualités, pas décider de vivre dans une économie communiste. Aujourd'hui, on vit dans un système capitaliste, il y a des publicités. Bon, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, il y a des entreprises qui sont qui ont plus de valeur que d'autres. Mais j'ai pas de problème avec la publicité. Du coup, c'est juste qu'il faut que ça soit, qu'il n'y ait pas d'ingérence dans la rédaction. Ouais. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé, hein, des annonceurs qui disent « Ah, vous avez écrit cet article, on retire nos investissements médias. » Bien sûr, ça arrive plusieurs fois. Eh bien, retirez vos investissements médias. Avec quel type, sans dire de nom, mais juste quel type plutôt tout. Du sport, de la mode. Il y a eu de tout, de la mode, du sport, des médias, de tout. Et ça arrivera demain encore, c'est normal. Ça plaît pas toujours aux gens quand ils lisent un article qui est déplaisant sur eux. Ça arrive des fois sur des conneries, des trucs, je vais dire un truc qui est daté, je peux en parler, mais par exemple, un jour, on a fait un article sur, je sais pas pourquoi on s'est mis à faire un article sur Umbro, sur une marque, on parle rarement des marques, mais bon, dans SoFoot, on a fait un article sur le fait que le succès d'Umbro venait en partie du procès de Guy Georges qui avait porté un Sweet Umbro à ce moment-là, et que c'est ça qui avait fait décoller les ventes de Sweet Umbro, quoi. Bon, c'était un fait. Ça n'a pas plu à Umbro, qui est une marque qui mettait beaucoup d'argent en SoFoot à l'époque. Ouais, parce que Guy Georges, c'est qui ça ? C'était le tueur en série de l'Est parisien. Ah, ok. Je savais pas ça. Bon, bah. Ok, je comprenais pas la première. Ouais, ça a déplu. Ils ont retiré tous leurs investissements pendant 2 ans, quoi. Bon, bah. J'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec une agence média, d'ailleurs, qui me disait, ouais, avec tout l'argent qu'on vous donne. J'ai dit, ah, non, il y a une erreur de champ lexical. Vous me donnez pas de l'argent. Vous mettez des publicités dans nos magazines. C'est pas un don pour aider la presse. Vous faites ça parce qu'on a des lecteurs et que ces lecteurs vont voir vos pubs et vont acheter les produits. Ne me dites pas que vous me donnez de l'argent. Vous ne me donnez pas d'argent. Vous payez pour un service qui est de mettre une page de pub dans un magazine. Voilà. Après, si effectivement vous considérez que parce que vous mettez de la pub dans notre magazine, on vous doit quelque chose, non.
Et au niveau de ce que vous gagnez comme argent, donc au niveau de la répartition abonnement, pub, comment tu divises à peu près, tu sais? La pub, ça fait 25% Okay, du chiffre d'affaires. quand même, Ouais. Et après, c'est variable suivant les titres. Il y a des titres qui marchent mieux en abonnement qu'en vente au numéro. T'as des titres qui sont plus équilibrés. T'as des titres où il y a très peu d'abonnements. Ouais, Society SoFoot sont les deux locomotives, ouais. Okay, d'assez loin. D'assez loin. Du coup, ils pallient un peu genre, sur les besoins du magazine. Non, on essaie de pas... tu vois, c'est pour ça qu'on a arrêté Dada, par exemple. On aurait pu continuer Dada, en vrai. Le magazine ouais, on aurait pu le continuer. C'est pas non plus... Mais on l'a arrêté parce que ça marchait pas, et donc l'argent qu'on peut générer avec Society ou SoFoot, soit... Oui, elle a sauvé un magazine qui est déjà en train de mourir. Ouais. Tu trouves que ça... Moi, j'ai rien contre... Enfin, je trouve pas ça anormal qu'un magazine s'arrête. La vie, elle est comme ça, tu nais, tu meurs. Hein. C'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça, plus ou moins jeune, plus ou moins difficilement, et en souffrant plus ou moins, mais les magazines, c'est pareil. Je peux te dire les années de naissance de nos magazines à peu près, et je sais pas encore les années de mort, sauf pour ceux qui sont déjà morts, comme Dada ou Sofa, mais ils vont tous mourir un jour. Il n'y a pas un magazine qui va vivre pendant 600 ans, hein. Je pense pas. Vaut mieux arrêter avant de faire de la merde, en fait. Alors après, peut-être qu'il y en a qui considèrent qu'on fait de la merde, mais en tout cas, nous, tant qu'on considère qu'on fait un truc qui a de la valeur et qu'on trouve bien et dont on peut être un peu fier, on continue. Si économiquement ça suit pas, on arrête. Comme on a une rédaction pour tout faire, c'est pas grave en fait. Si SoFoot et Society s'arrêtent, oui, c'est chiant parce que c'est deux piliers qui soutiennent le truc. Mais si demain je devais arrêter de Tampon par exemple, en vrai, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Hein. Parce que du coup, si Tampon s'arrête demain, ils vont les journalistes. Il n'y a pas de journalistes pour Tampon. C'est les mêmes que pour tout le monde. Ah donc, oui, donc vraiment, si un titre s'arrête demain, il n'y a pas de casse sociale. Mais sur autre chose, quoi. Ouais, bah, en fait, ils se mettent eux-mêmes sur autre chose. Il y a pas de. Moi, je mets personne sur rien. Hein. En fait, ils se mettent. C'est eux qui choisissent sur quoi ils se mettent. Donc, si demain Tampon s'arrête, bah Tampon s'arrête. Donc, jamais tu auras à mettre à dire à un journaliste, bon, là, tu t'en vas parce que, bah, désolé, on peut plus te payer, quoi. Bah, a priori, non. Sauf si on crée un titre que pour cette personne, pour embaucher cette personne. C'est rare les cas où on monte un canard pour un journaliste. Et dans ces cas-là, effectivement, si le canard s'arrête, bon, bah là, tu peux tenter de dire, bon, bah, mec ou meuf, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, en tout cas, la question peut se poser. Oui, oui. Et d'ailleurs, la question pour So Good, quand Hélène a décidé d'arrêter So Good, s'est posée. Est-ce qu'on dit à Hélène, bah, So Good, tu veux plus le faire? C'est même pas que le magazine s'arrête, c'est que toi, t'as plus envie de le faire. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Oui, si elle a plus envie de le faire. Okay. Si elle a plus envie de le faire, faut pas. Et d'ailleurs, c'est des envies, c'est pas envie genre j'aime plus ce que je fais ou quoi que ce soit, c'est juste des fois t'es fatigué. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'aime bien l'idée que les gens puissent passer d'un titre à l'autre, etc. Mais tu peux pas le faire pour les rédac chefs. Tu peux le faire pour tous les journalistes, sauf celui ou celle qui est en responsabilité du titre. Lui, t'es obligé qu'il gère le titre quand même, au moins pendant un laps de temps. Donc, faut pas que chaque mois ils se disent j'ai plus envie de le faire finalement, parce que sinon c'est relou. Mais par contre, des fois, quand tu le fais pendant 2-3 ans, bah, des fois ouais, tu peux en avoir un peu marre, ouais. Bah, tu peux te dire j'aimerais voir autre chose, et puis des fois tu peux être tenté parce que tu vois aussi qu'il y a plein d'autres trucs autour, donc tu peux te dire je suis dans un magasin de jouets et je joue toujours avec le même jouet, moi, pourquoi je pourrais pas jouer avec les autres aussi? Bah ouais, mais ça nous arrangerait que tu joues toujours avec le même jouet. Ouais, mais bon, moi j'en ai marre, j'aime pas les Lego. Ah bon, c'est dommage, t'as choisi les Lego au début. Bah ouais, mais bon, j'aime plus. Ok, bon, c'est vrai que t'as 19 ans. Bon, allez, t'as le droit de plus jouer au Lego à 19 ans, allez. Ouais, je suis journaliste aussi jeune. Non, c'était okay, je faisais une sorte de sketch bizarre. Ah oui, non. Je pensais que t'en avais vraiment. Il y en a qui sont jeunes, ouais. Mais il y en a qui sont arrivés, je sais pas, je crois que le plus jeune, c'était à un moment donné, c'était Gad, il est arrivé à 14 ans et demi, 15 ans. À 14 ans, il était en stage ici? Il a commencé en stage de 3e et il est jamais reparti. Ouais. Gad Mexica, dit Gad le Mexicain. Il est extraordinairement what the fuck, quoi. Donc du coup, tu es diplômé d'une école de commerce, pour ne pas la citer les sexes si je ne me trompe pas. Tu te trompes pas. Mais tu ne possèdes pas ce Graal qui est le diplôme d'école de journalisme. Non. Moi non plus, je n'ai pas d'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est un frein ou au contraire, c'est mieux pour se lancer dans ce marché? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on s'en fout complètement. On s'en fout. Ouais. T'as pas besoin d'avoir un diplôme de journaliste? Non. Tu t'en fous, toi, tu recrutes pas sur le CV? Non, okay. je les regarde pas les CV. Tu fais comment alors? Tu recrutes sur les expériences? Non, je recrute sur... Moi, je recrute moins parce que c'est les stagiaires qui... Tu rentres en stage et donc du coup, moi, je recrute moins les stagiaires qu'à une époque. Quand on était tout petit, qu'il n'y avait pas grand monde, c'était moi qui recrutais les stagiaires. Et je les recrutais en fonction de la façon dont ils tournaient le mail qu'ils m'envoyaient, en fait. Si ça me faisait marrer, si ça m'interpellait. Et puis après, je les rencontrais et si ça se passait bien...
je les prenais, mais à l'époque on prenait beaucoup de gens, hein, quasiment tous ceux qui postulaient, parce que maintenant il y a 50 personnes qui postulent par jour, donc du coup tu peux plus prendre tout le monde. Donc à SoFoot il y a des détections qui sont organisées, il y a des journées de détection où les gens viennent ici, ils ont des tests de culture générale, de culture footballistique et de ce qu'on appelle la culture SoFoot, et après on prend en fonction des tests, et après les gens font un stage ici, et puis si on trouve que ça se passe bien, ils restent. Donc vous les formez en interne, c'est ouais, ça? et après, mais ça dépend pas de leur diplôme en fait. Et puis sur Society c'est différent, sur Society maintenant je crois que ça se passe un peu en entretien avec Thomas et Emmanuel, qui sont les rédactrices et rédacteurs en chef de Society au quotidien, et c'est eux qui voient les stagiaires et qui décident qui ils prennent. Et je crois pas que ce soit forcément en fonction du CV, je pense que je crois pas que c'est beaucoup changé à ce niveau-là. Ouais, c'est plus la personnalité. Oui, c'est la personnalité, l'envie, la durée aussi, parce que plus les gens viennent pour une durée déjà un peu longue, et plus ça peut nous intéresser, parce qu'on se dit que on a le temps de voir. Parce que comme ici, c'est pas très cadré. C'est un peu, t'es un peu jeté dans le grand bain, quoi. Ouais, je vois. Et on voit si tu sais nager. Et donc des fois, il y en a, ils nager en une semaine, ils savent pas faire en fait, et c'est normal. Donc des fois, il y en a, ils mettent 3 mois avant de s'adapter. Mais au bout des 3 premiers mois, tu te dis c'est une catastrophe. Et en fait, au bout de 3 mois, tout à coup, tu vois qu'ils arrivent à nager. Et puis à la fin du 6e mois, tu te dis j'ai envie qu'ils restent en fait. Mais si tu l'avais pris que 3 mois, t'aurais dit bon merci, au revoir, c'était cool, allez ciao. Ouais. Et ici, c'est un peu comme la fac. T'as envie de faire ta place et c'est pas évident, des fois t'es un peu maladroit, des fois t'en as qui sont arrivés qui étaient très grande gueule et qui se la racontaient à fond, ce qu'il faut surtout pas trop faire ici, mais en même temps ça devenait un peu marrant presque, et puis à la fin tu te rends compte qu'en fait c'est des gens super et qui restent, et il y en a qui sont là depuis 15 ans et qui sont arrivés comme ça, pourtant qui sont arrivés où tu te dis ça a jamais marché. Il y a un principe de sélection naturelle en fait, qui est un truc de chimie quoi, est-ce que ça prend pas, il y a pas un critère, il y a pas une grille d'évaluation, il y a pas d'entretien d'évaluation ici, tu vois. Oui, c'est plus au feeling, donc de la passion, du taf, de voir si ça marche, si ça avec fit. les valeurs de l'entreprise. Ouais. T'as un peu de tout ici, t'as des gens qui viennent de banlieue, t'as des gens qui viennent de Paris, t'as des gens qui viennent de province, t'as des gens qui sont timides, t'as des gens qui sont très extravertis, t'as des gens qui ont des parents qui ont un peu de thunes, t'en as qui ont pas de thunes. Faut te mélanger à un truc qui est pas... c'est plus facile quand t'es dans des milieux un peu clos. Quand tu arrives dans une école de commerce, tout le monde se ressemble un peu, tout le monde a les mêmes codes. Nous, c'est un peu bordélique en vrai. Comment tu nages là-dedans, quoi. Dans la couverture de tes magazines, est-ce que tu as déjà ressenti des pressions de la part de personnalités, de groupes d'influence ou quoi? Et là, je pense notamment à, comment il s'appelle, Thierry Roland. Ah, oui. Est-ce que tu as d'autres exemples? Pression, c'est pas une pression, il m'a insulté après la couve du premier numéro. Ouais. Ah oui, donc t'as jamais eu de vraie pression? Parce que juste pour l'histoire de Thierry Roland, tu l'avais mis en couve. Ouais, on l'a mis en couve avec, je sais plus ce qu'il disait, en disant qu'il fallait faire taire les commentateurs sportifs qui racontaient des conneries. Okay. Je sais plus comment c'était formulé. Et il m'a appelé après la sortie du numéro en me disant ouais, vous savez pas qui je suis. Moi je fais SoFoot c'est mort, vous allez mourir, je vais vous griller, etc., etc. Et en fait il a rien grillé du tout quoi. Ce qui est terrible c'est que sur le moment, je me rappelle, j'étais au téléphone avec lui, il m'appelle, il m'insulte et tout, je lui dis merci, j'ai mon édito numéro 2 et puis ciao quoi, et puis je raccroche, puis et puis j'ai écrit le truc en édito numéro 2. Mais en vrai, le mec, j'avais de l'affection pour lui parce qu'il avait un truc, j'aimais bien ce mec-là. Mais en fait, ce qui était il avait des côtés très franchouillards, horribles, un peu, tu vois, raciste de base, etc. Beauf, ouais. Gros beauf. Mais il avait une passion folle pour le foot, c'était vraiment un enfant. En fait, il avait un côté enfant que j'aimais beaucoup. C'était plus jouissif de regarder un match commenté par Thierry Roland que plein d'autres matchs commentés par des gens qui étaient plus froids et plus à distance du sujet, quoi. Lui, il avait un truc de passionné, quoi. Et moi, j'ai toujours respecté quand même ce truc de passionné. C'est pour ça que, par exemple, dans des registres complètement différents, mais j'adore Patrice Bardot, ici, qui est rédacteur chef de Tsugi, qui est un passionné de musique, ou comme JD Beauvalet, qui était aux Inrock. JD, moi, je l'ai pas rencontré 500 fois dans ma vie, mais les fois où je l'ai vu, et tu discutes avec lui, tu te dis, ce mec, il a, je sais pas, 45, 50 ans, 55 ans, il parle de musique comme s'il en avait 15 en fait. J'adore ça. J'adore ça parce que moi-même, je suis plus toujours capable de faire ça en fait. Garder ce côté, premier degré et très fan et très... Et tu vois, JD encore, moi je le suis vachement sur les réseaux sociaux et putain, il poste les anniversaires des groupes qu'il adore. Et c'est dingue, c'est génial. Enfin, il adore ça quoi. Et je trouve ça vachement bien de garder cette pureté-là et vachement chouette. Alors que quand même, t'as quand même beaucoup de choses dans une vie qui fait qu'à un moment donné, t'es tenté de perdre un peu, finalement, de choper un peu de cynisme par rapport à ce que t'aimes. D'être plus sarcastique, plus froid, plus personnel et tout, carrément. Et lui, Patrice ou Thierry Roland, dans des registres vraiment très différents, je les compare pas et je dis pas que c'est la même chose, mais
il y a quand même ce truc de pureté qui était chouette chez Thierry Roland. Ok. Même si c'était un gros beauf raciste. Alors pourquoi c'était important pour toi de créer des médias indépendants, donc qui sont libres et payants dans un contexte où les gens ils veulent plus payer, ils veulent lire la presse gratos quoi. C'est marrant parce que là, il n'y a pas longtemps, je discutais avec un partenaire ici sur le financement d'une enquête dans le cadre de potentiellement en faire après, derrière, une série ou quoi que ce soit, et donc de rentrer en financement dès l'enquête. C'était la première fois que je le faisais, alors que ça fait 20 ans qu'on fait des magazines. Enfin, la première fois, j'ai calculé ce qu'allait coûter cette enquête. Et alors ? Ben, ça coûte très cher. Et tu te dis, mais si tu le vends pas, si je vends pas le magazine derrière, l'enquête pour la faire, ça va nous coûter, ce que ça va nous coûter réellement, ça va être entre 130 et 150 000 euros. C'est à l'étranger ou c'est en France ? Non, c'est en France. Okay. Ah oui, donc c'est quand même cher. Et c'est une enquête qui coûte entre 130 et 150 000 euros à faire, si tu veux la faire correctement. Et t'as aucune garantie de résultat. Tu sais pas ce que ça va donner. Tu pars de zéro et puis tu essaies d'arriver à un point B, quoi. Mais si tu vends pas le canard derrière, qu'est-ce que t'en fais de tes 150 000 euros ? Je veux bien, mais je connais pas le système. C'est pas que je veux forcément faire payer les gens. Moi, si je pouvais leur offrir, je leur offrirais volontiers. Mais comment je fais pour payer les gens ? Oui. Les journalistes, il faut bien que je les paye. En plus, on se paye pas non plus des milliers et des cents, tu vois. On est pas... Mais quand même, faut se payer un minimum, quoi. Surtout quand tu vis à Paris, en plus. Donc, si mes rentrées, c'est que de la pub, je suis mort. Parce que si tes rentrées, c'est que de la pub, et que t'es sur un sujet sensible, si t'es sur un sujet qui a pas de... où il n'y a pas de sensibilité, je veux dire politique, mais au sens très large du terme. Bon, bah, si tu veux. Mais à partir du moment où tu traites de société, en l'occurrence, par exemple, pour Society, mais tu peux pas dire aux gens, ça va être que la pub qui va financer le truc. Parce que si c'est que la pub, bah, la pub, elle dicte ce qu'elle veut. Et du coup, t'as plus d'indépendance. C'est fini, quoi. Ouais. Si tu veux avoir de l'indépendance, il faut que tu aies des lecteurs qui payent. Et si tu as des gens qui payent, tu peux dire à un annonceur qui te dirait « Ok, moi je veux bien venir, mais à une condition, vous écrivez des choses bien sur moi. » Tu dis « Bah non, j'ai mes lecteurs, je suis désolé, merci, au revoir. » Si t'as pas tes lecteurs qui payent, et là tu t'entends le petit de ton pote qui est en train de pleurer, et tu te dis « Ah, il va être orphelin, putain, merde. » Bon allez, ok, d'accord, je vous le fais, votre truc. Tu vois, en fait, c'est juste savoir pourquoi tu le fais. Le plus beau compliment qu'on nous fait, nous, sur Society, c'est quand on nous dit « Ah, j'ai lu Society du début à la fin. » C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Vrai. Bah ouais, tu te dis « Génial, on a fait un truc, et en fait, les gens l'ont lu de A à Z, c'est super. » Tu le fais pour ça, et donc du coup, bah voilà, faut que les gens payent pour ça, parce que sinon, tu peux pas payer les gens pour le faire. Et du coup, ton magazine, après, il est mauvais, et après, ils le lisent pas en entier, parce qu'ils trouvent que c'est de la merde. Donc toi, tu es présent dans le secteur de la presse, mais aussi dans la musique, le cinéma, la production vidéo. Pourquoi est-ce que tu as décidé de diversifier toutes ces activités ? Est-ce que c'est pour éviter de mettre tes œufs dans le même panier, ou est-ce que c'est vraiment par pure passion ? Bon, je pense que déjà, j'ai un problème d'ennui très vite. Donc, j'aime bien faire plein de trucs, parce que sinon, je m'ennuie très vite. Et en l'occurrence, je suis pas tout seul dans ce cas-là ici. Et puis, c'est venu beaucoup un peu par hasard. Hasard, oui et non, mais un jour, on vient te voir, on dit « Ah tiens, ça vous dirait pas de faire ça ?» Et si ça t'amuse, tu dis « Ouais, ok, j'y vais. » Donc, c'est du hasard sans être du hasard, c'est de l'opportunité, on va dire. J'appelle pas ça de la diversification. Parce que la diversification, ça veut dire que tu montes une marque, par exemple Society, et tu dis « Ok, j'ai cette marque qui est devenue forte, je vais en faire des podcasts, je vais en faire des t-shirts, je vais en faire des vélos urbains, je vais en faire des événements, je vais en faire des lieux de vie, je vais en faire... Voilà. Nous, en fait, c'est comme si on avait planté plein d'arbres. Et la prod est pas liée à SoFoot. Ça n'a aucun rapport ? Non, aucun rapport. Okay. Il n'y aurait pas eu SoFoot, on aurait sans doute fait la prod aussi, peut-être. Voilà, il se trouve que parce que ma femme est réalisatrice, j'ai des potes réalisateurs, qu'à un moment donné, on lui dit « Ah, ça vous dit de faire des pubs, machin ?» On dit « Ouais, ok, d'accord, super, boum, paf, on y va, on les fait. » Et ça nous amuse, et on le développe. Et aujourd'hui, quand tu fais une pub Ibis, quel rapport avec le magazine ? Rien. Aucun. Aucun lien, aucune passerelle, que dalle. C'est deux trucs complètement différents. Quand on fait de la musique, on est fan de musique. Enfin, pas tous, mais certains ici sont fans de musique et certains d'une certaine musique. En l'occurrence, Stéphane et moi, on était fans d'une musique un peu similaire et on décide à un moment donné, parce qu'on vient de faire le clip d'un artiste et qu'on est à déjeuner au restaurant avec cet artiste et qui nous dit « Tiens, j'aimerais produire mon prochain album comme ci, comme ça », que sa maison de disques lui dit « C'est trop cher, on n'y arrivera pas », et que nous, on est à côté et on dit « Bah, nous, si tu veux, on le finance ». C'était qui l'artiste ? C'est un artiste qui s'appelle Edge Burns. Du coup, il voulait enregistrer son album à Chicago avec Steve Albini, et le label naît comme ça. C'est pas prémédité, on se dit pas « Ah, on va monter un label pour diversifier, machin, quoi que ce soit ». Non. Oui, c'est genre vraiment du hasard. C'est, on rencontre un mec qui dit « Tiens, j'ai envie de travailler avec Steve Albini, mais ma maison de disques peut pas me financer le truc ». Et nous, on dit « Ouais, ok, nous, on y va. Ok, bah, montons un label. Ok, et puis après, t'as un groupe
Et comme on fait jamais les choses à moitié, bah du coup, tout à coup, ça devient une maison de disques et t'as 10 groupes et tout à coup, tu développes le truc et ça existe, etc. Et c'est la même chose pour à peu près tout, en fait. Mais au départ, c'est pas pensé comme un truc stratégique ou quoi que ce soit, c'est l'opportunité. Et après, une fois que tu commences à le faire, tu trouves un modèle, et une fois que tu as ton modèle, tu tricotes. Donc, à quelques mois de la présidentielle, qu'est-ce que tu penses du paysage médiatique français ? Là, le paysage médiatique français, il est amoché par une mainmise qui, quelle que soit l'orientation politique de cette mainmise par ailleurs, est problématique. À partir du moment où tu as un groupement de personnes qui possèdent trop de médias puissants, c'est problématique. C'est problématique d'avoir une des chaînes principales du pays, d'avoir une des radios principales du pays, d'avoir un des groupes de presse principaux du pays. C'est forcément, potentiellement, un problème. Il se trouve qu'en plus, il y a un candidat qui essaie de s'en servir, etc., etc. Donc, c'est la pire des configurations, quoi. Dans un paysage médiatique qui, par ailleurs, est affaibli par la crise économique, et par le coronavirus, et par tout ceci, etc. Donc, un paysage médiatique qui a vachement souffert, c'est un peu problématique. Ouais. Après, c'est notre faute. Enfin, je veux dire, je jette pas la pierre à lui, en l'occurrence. Je reproche aux gens de pas être capables de garder leurs médias ou de préférer faire de l'argent plutôt que de mourir dignement. Plusieurs fois, tu as décidé d'arrêter la publication de titres faute de succès, donc pourquoi ? C'est arrivé 2 fois, Sofa et Dada. Parce qu'il n'y a pas de succès. Il n'y a pas assez de succès pour que ça soit économiquement rentable. Rien de maintenir en vie un truc qui ne marche pas. Et tu t'es jamais dit pourquoi pas faire, je sais pas, un KissKissBankBank pour essayer de sauver le média ? On est une entreprise privée, donc on va pas appeler à l'aide à chaque fois. On peut faire un peu de crowdfunding de temps en temps, on en fait, sous forme d'abonnement d'ailleurs. Il y a une contrepartie claire dès le début et une contrepartie et d'ailleurs c'est des abonnements à moins cher que l'abonnement allait après, donc en fait c'est plutôt genre venez soutenir un mouvement dès le début et du coup vous avez une contrepartie qui est bénéfique, qui est que vous payez votre abonnement moins cher, donc ça me va. Mais dire aux gens aidez-nous parce qu'on n'arrive pas à gérer notre média, si on n'est pas capable de le faire, on arrête. C'est parce qu'on n'a pas trouvé notre public, c'est parce qu'on n'a pas su le faire, c'est parce qu'on a mal dimensionné notre projet. Tant pis, on l'arrête. C'est de notre faute, c'est comme ça. Ça marche pas. Mais encore une fois, c'est pas grave parce que ça me ferait chier si je devais licencier des gens, mais comme c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu préconises, toi, en tant que entre guillemets patron de presse ? J'imagine que tu n'aimes pas juste qu'on t'appelle comme ça. Non, mais. Et toi, qu'est-ce que tu préconises du coup pour améliorer justement ce paysage médiatique un peu Je préconise pas grand-chose. On peut pas faire grand-chose malheureusement. C'est aux médias d'être très vigilants sur leur gouvernance et de faire en sorte que ça soit le plus sain possible et de voir les médias non pas comme un enjeu économique, mais un enjeu démocratique en fait. Si tu pars du principe que ce que tu racontes a une importance, que ce que tu vas raconter a un poids et a un poids électoral, en l'occurrence quand tu fais un magazine de société ou des quotidiens ou des journaux, faut être vigilant sur qui sont les gens qui te dirigent, quelles sont leurs intentions réelles, quelle est la frontière à mettre. Encore une fois, c'est un truc de clarté et d'éducation, j'ai envie de dire. De la manière que j'estime qu'on éduque les annonceurs qui viennent dans nos magazines, qu'on éduque les différents actionnaires qui sont dans notre capital, il faut que chacun éduque ses actionnaires, ses annonceurs, etc. et qu'on essaie de maintenir étanches des barrières qui doivent l'être, quoi. Si on fait des médias pour devenir riche, sincèrement, je pense que c'est une connerie. L'enjeu, il est pas là. Ouais. En fait. Surtout que tu deviens pas journaliste pour l'argent, on va le sentir. Théoriquement, non. Et tu deviens pas patron de presse non plus pour l'argent. Théoriquement. Oui. Donc ce serait bien que la théorie s'applique à la réalité, quoi. Mais après, je sais que c'est un vœu pieux et que malheureusement, il y a des faits, quoi. Et les faits sont parfois inquiétants. Et parfois aussi réjouissants. Je veux dire, il y a des médias qui sont nés ces dernières années, qui sont des médias valeureux ou qui défendent des choses plutôt saines avec leurs qualités, leurs défauts, mais en tout cas dont l'existence est souhaitable et où tu te dis voilà, tant mieux. Dans des périodes de grand barbarisme entre guillemets comme on peut vivre ces derniers temps, il y a toujours une contre-culture qui pointe et qui est encore plus forte. Plus il y a de barbarisme et plus il y a de contre-culture. Donc alors je dis pas, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait un maximum de barbarisme. Je me réjouis pas du fait que si le pays dérive aux prochaines élections, ce sera pas du tout une réjouissance, ce sera une catastrophe, quoi. Mais le fait est que la contre-culture en sera encore plus forte. Là, ce sera plus toi personnellement, donc avec tes expériences, avec tes premiers échecs, qu'est-ce que tu as retenu ? J'ai retenu qu'il faut toujours être humble.
et que tu crois toujours détenir une vérité et que c'est pas vrai. Je crois beaucoup au fait qu'on peut pas faire seul. Donc moi je suis souvent mis en avant, mais en fait je travaille pas seul. Il y a 130 personnes ici qui vivent de Sopress au quotidien et rien ne se fait seul. Ça n'existe pas les gens qui font seuls. Même les gens qui traversent l'Atlantique, ils ne traversent pas seuls en fait. Et puis c'est important effectivement de pas être trop donneur de leçons, même si des fois entre nous on peut... En vrai, quand tu y réfléchis, tu te dis bah oui, mais en fait, t'as pas de leçons à donner on a peu de leçons à donner à grand monde. On ne sauve pas le monde. On fait des magazines, quoi. Donc rester humble, un peu. Tu l'as pas dit, mais je trouve qu'il y a un peu de bienveillance quand même dans ça aussi. Entre nous, oui. Et vis-à-vis du lecteur aussi. Je trouve. Et vis-à-vis du lecteur. Mais parce que ça, c'est normal. Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Oui, bah oui. Tu vas pas. Moi, je veux que les gens qui nous lisent, on n'est pas là pour les agresser, on est là pour essayer de on crée une discussion, en fait. Oui, vous leur dites pas, voilà, il faut penser ça. Non, il faut pas de rapport de force. En fait, nous, ça c'est vraiment un truc de base chez nous, c'est que ne pas créer de rapport de force avec le lecteur ou la lectrice. On vaut pas mieux qu'eux, on vaut pas moins bien non plus, on est pareil, en fait. On a chacun notre vie, on a chacun nos expériences, mais on estime que quand on parle à quelqu'un, on parle d'égal à égal. Donc quand on écrit, il n'y a pas de rapport de force avec le lecteur, on ne lui dit pas quoi penser, on ne lui dit pas ça c'est bien, ça c'est mal, on n'est pas moralisateur, parce que c'est pas nous, on n'aime pas ça. Donc du coup, on a un truc très droit, très franc, très simple. Et d'ailleurs, quand on raconte les histoires, c'est pareil. Avec Stéphane et avec les autres aujourd'hui, mais avec Stéphane au départ, on était quand même très attachés à une certaine simplicité dans le récit. C'est-à-dire, s'il faut que les gens, quand ils lisent ton article, ils soient obligés d'aller chercher dans le dictionnaire toutes les 5 minutes, c'est un problème en fait. C'est pas parce que c'est pas le concours de celui qui connaît le plus de mots en fait. Nous, on est plutôt des apôtres d'un style épuré et simple et lisible et compréhensible par le maximum de gens en fait. Enfin, moi, j'estime que c'est quand même pour ça que tu fais des médias. Moi, quand je fais Society, j'ai pas envie de toucher 150 000 lecteurs, j'ai envie de toucher 5 millions de lecteurs. Tu vois, tu fais ce que tu sais faire et ce que tu as envie de faire, mais tu as quand même envie de toucher le plus grand nombre. Et le top, c'est quand tu arrives à toucher le plus grand nombre avec un truc de qualité. Moi, tous les gens que je connais, qui sont des gens que j'admire et dont j'admire l'intelligence, sont des gens qui arrivent à rendre simple des choses qui sont compliquées. J'ai un pote qui est très doué en chimie, par exemple. Bon, bah, quand il t'explique des trucs sur la chimie, c'est simple. Oui, moi, je comprends, alors que je suis pas chimiste. Lui, il maîtrise suffisamment sa matière pour te la rendre intelligible. Et c'est ça que j'attends d'un journaliste. Oui, du coup, tu vas pas t'ennuyer en lisant, quoi. Non, tu vois, par exemple, je me suis à un moment donné intéressé à pas mal de presse économique, etc., parce que l'économie m'intéresse par ailleurs. Je lisais des articles où je sentais que le journaliste ne maîtrisait pas son sujet parce qu'en fait, il n'arrivait pas à me le rendre intelligible. Et ça me pose toujours un problème, en fait. C'est aussi ça, être journaliste. Tu vois, il y a une part de curiosité et t'apprends. Moi, c'est ça que j'aime bien quand je fais des papiers, c'est de ne pas connaître mon sujet à l'avance. Tout à coup, tu découvres un truc, t'apprends, etc., etc. Mais après, quand tu dois le retranscrire, il faut le maîtriser suffisamment pour que ça soit intelligible pour le lecteur. Sinon, c'est du charabia en fait. Bah, ça, le problème, c'est que si tu essaies de reprendre ce que tu as vu sur internet, de reformuler un peu, bah, c'est. Ça se voit en fait. Ça se voit et c'est désagréable. Non, je te pose une autre question. Suivre l'actualité ou la créer ? Ben, un peu des deux, parce que tu es obligé de la créer pour exister, mais la créer, ça veut pas dire la fabriquer. Oui. C'est-à-dire que tu crées l'événement. Tu décides que telle chose de l'actualité, enfin je vais parler de Society parce que pour le coup c'est le seul qui est vraiment dans l'actualité. Tu as une matière première qui est la même pour tout le monde, qui est l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Et ce qui se passe dans le monde, ça va d'un chien écrasé au Mans à un tremblement de terre au Chili. Enfin je veux dire, c'est très vaste quoi. Et là-dedans, toi tu décides des sujets qui vont t'intéresser, que tu vas avoir envie de mettre en avant pour X ou Y raisons, qui sont relatifs à ta ligne éditoriale, relatifs aux journalistes qui travaillent dans ton magazine. À partir de cette matière-là, toi, ton rôle, et mon rôle, en l'occurrence, moi, en tant que rédacteur en chef ou en tant qu'éditeur, c'est d'arriver à faire événement avec ce qu'on va mettre en avant. Et ça me fait penser à un article que j'avais adoré et je m'étais dit à l'époque, j'aurais tellement aimé l'écrire et faire ce reportage. Je sais plus quel journaliste c'était, mais ils étaient partis, je crois que c'était 2 mecs qui étaient partis à Porto Rico, et qui étaient retournés sur les traces du reggaeton, qui avaient rencontré tous les papas du reggaeton et tout. Et j'ai vu cet article-là, j'étais en mode incroyable, parce que tu vois, au final, c'est même pas l'actu chaude. Non, mais par contre, c'est quand même de l'actu, parce qu'on le fait au moment où le reggaeton revient, et le reggaeton revient tous les 5 ans, donc, ou 10 ans. Il n'est jamais parti, mais c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais disons qu'il a ses heures de gloire et ses traversées du désert. Et au moment où il a son heure de gloire, on se dit ça serait intéressant justement de raconter qu'il y a des racines et que c'est pas juste un truc comme ça qui sort de nulle part. Dessus, et tu décides que ça, c'est l'actualité que tu as envie de raconter. Et qu'est-ce que tu recommandes à des jeunes qui voudraient monter leur propre média ?
aujourd'hui en 2021? Non, chacun est très différent, donc je peux vraiment de conseils à donner. J'en ai peu suivi par ailleurs, donc j'ai du mal à en donner beaucoup, mais faut pas avoir peur du travail. En fait, c'est juste ça. C'est juste que quoi qu'il arrive, ça va être du boulot. Monter un média, il y a rien de simple. En fait, c'est pas compliqué en soi. Ça demande pas forcément beaucoup d'argent. Monter des podcasts, c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Faire un magazine, ça coûte pas très très cher. Ça demande beaucoup de travail. Si tu veux que ça soit bien et que tu aies une chance de pouvoir le continuer, parce que le monter, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est continuer qui est compliqué. Monter un truc, moi je te monte des canards tous les jours, hein, si je veux. C'est si facile, sérieux? Genre au niveau administratif, créer c'est rien. des canards et tout. Par contre, ce qui est dur, c'est de faire en sorte que le truc dure. Parce que si c'est monter des canards pour qu'ils meurent le lendemain, l'intérêt est limité, quoi. Je suis en train d'imaginer plein de canards. Ouais, c'est ça, on pourrait faire un cimetière de magazines. Mais t'en as qui font ça, hein. T'as des mecs, ils sont spécialistes de ça, ils montent des canards qui font 2 numéros et point final. Hein. Parce que ils touchent des aides, ils font des petites arnaques. Donc si tu veux que ça dure, faut beaucoup de travail. Ok. Travailler. Moi j'ajoute de la passion quand même. Oui, mais la passion, c'est la base, en fait. Si t'as pas ça, ouais. Des fois t'as la passion, mais t'as pas le travail. C'est plus dur d'avoir le travail. Les gens passionnés, t'en as plein. Mais ils sont passionnés des fois, mais ils ont pas conscience que pour que leur passion se concrétise. Il faut bosser, ouais. Il y a un moment donné, il va falloir taffer. Ouais. On n'a rien sans rien. On dirait un discours de vieux con, putain. Moi, on m'offrait une orange à Noël. C'est pas vrai, en plus, j'étais gâté. J'étais gâté comme tout à Noël. J'avais tous les jouets que je voulais. Ce qui était compliqué, c'est de refaire les paquets cadeaux avant le vrai Noël. Bah oui, je le refaisais pour pas que mes parents sachent que j'avais joué avec les jouets avant. Ça m'est déjà arrivé, je me rappelle, quand je recevais des jeux vidéo, quand ils m'offraient le jeu vidéo à Noël, j'avais déjà fini le jeu en fait avant. Mais sauf que moi je trouvais les cachettes et je jouais au cadeau le soir et après je le remettais dans la cachette parce que j'arrivais pas à m'en empêcher en fait. Et après tu fais une idée surprise. Et après je disais génial ce jeu alors que je l'ai déjà poncé, j'ai passé 200 heures dessus. Et alors du coup j'ai une dernière question plus institutionnelle. Donc toi t'es membre du conseil d'administration d'un des médias. Pourquoi est-ce que tu as rejoint cette nouvelle aventure qui est associative et qui change complètement de ce que tu fais d'habitude? Parce qu'on me l'a demandé déjà. Donc j'étais très honoré qu'on me le demande, même si j'honore assez peu de conseils d'administration depuis le début, pour ne pas dire aucun, parce que je suis jamais disponible malheureusement. Mais non, mais je trouve que le principe est très bien. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la gouvernance des médias, c'est quand même un sujet ultra sensible aujourd'hui. Le média est un outil démocratique et pas un outil économique. Cette association va pile poil dans cette direction-là, quoi, en fait. Et l'initiative de Julia, parce que c'est Julia KG qui m'a demandé, me paraît hyper saine, que si je peux aider modestement, ce sera avec grand plaisir, quoi. Ok, merci beaucoup, je pense que j'ai tout. You're welcome. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram Mediatopia-podcast et à celui d'un bout des médias. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi partager, noter, commenter et en parler autour de vous. À bientôt, salut!